les Congolais se posent quand même des questions. Hein. Est-ce qu'au Congo aujourd'hui, il n'y a que la politique comme exemple pour réussir? Les gens n'ont pas d'autres métiers. On n'a pas de médecin chez les Nguesso, on n'a pas d'architecte, il n'y a pas de, je sais pas moi, de producteur de manioc, il n'y a pas quelque chose. Ils ont que la politique. Il n'y a pas que eux, hein, c'est pas la seule famille. On va pas dire que ça, mais est-ce que ce n'est que ça? Toutes ces familles qui aujourd'hui, on va dire l'oligarchie congolaise, ne présentent à leurs enfants que la politique pour réussir? Alors, on parle du Congo, je vais essayer tout de suite de vous poser. Il y a plusieurs questions. Hein, bon, attendez-vous que d'autres vont se lever parce que je vais être obligé de poser la question. Monsieur Ndion, vous êtes quelque part un peu le représentant entre guillemets du Congo. Moi, j'ai une question à vous poser qui a vraiment fait secouer les Congolais à l'étranger. On a vu le Premier ministre congolais qui a fait son bilan politique un an. Dans ce bilan-là, il nous a présenté le système de santé qui était en train d'être, on va dire, assaini avec les nouveaux hôpitaux. Il y avait cette fierté de nous dire que, voilà. Et puis, patatras, moins d'un mois après, le Premier ministre vient en catimini, et malheureusement, il a été pris de court par les médias français. Il vient faire un bilan de santé en France. Encore plus grave, il est reçu par un médecin congolais, donc qui a forcément quitté le territoire congolais, et qui, pour faire évoluer à l'étranger. Alors, vous, monsieur Ndion, je ne sais pas comment vous allez défendre le Premier ministre. Cette image-là, comment on peut expliquer ça? Comment le Premier ministre du Congo, qui vante son bilan avec les hôpitaux, et puis un cadre congolais, médecin, le soigne en France. Est-ce que c'est vraiment pas est-ce que c'est pas l'hôpital qui se manque de la charité, quelque part? Bon, mais écoutez, il est vrai que actuellement on peut remarquer des avancées significatives, importantes dans l'amélioration du système de santé, des hôpitaux, etc. C'est vrai. Par contre, en ma connaissance, je sais que le Premier ministre congolais, son Excellence M. Anatole Koliné Makosso, était invité, un invité officiel de la conférence, de Bruxelles, de l'Union européenne pour les journées européennes de développement qui devraient avoir lieu. Problème de connexion chez vous, monsieur Ndion. Samedi ou dimanche, il n'y a pas de connexion? Problème de connexion, on vous a perdu deux fois. Bien, ça va, Allez-y, continuez. Non, on entend. Il était invité à un colloque sur le développement européen. Oui, sur les journées européennes de développement. Et je pense que il en a profité puisqu'il a écouté. Moi, je dis ceci, hein. Quelqu'un qui est de passage dans un pays pour aller à un autre pays peut profiter de cette occasion pour soigner un ou deux petits bobos. C'est pas quelqu'un, monsieur, c'est le Premier ministre du Congo. Il n'est pas quelqu'un. Il est le Premier ministre. Je sais. C'est le premier des ministres du Congo. C'est pas quelqu'un ordinaire, c'est pas une personne ordinaire. Vous ne verrez pas le Premier ministre français se faire soigner au Congo, monsieur Ndion, s'il vous plaît. C'est vrai, mais jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui aussi, sur l'ensemble de toute l'Afrique, il n'y a pas une loi qui défend une autorité. Bien sûr, le souhait, l'idéal serait que nous puissions tous nous faire soigner dans nos pays respectifs. Hein. Le souhait, c'est un peu ça. Mais jusqu'à preuve de contraire, les structures sanitaires qui sont chez nous restent perfectibles. Font en sorte que, de temps en temps, on peut venir faire un catch-up complet dans un pays étranger, bien que l'idéal serait, lorsque les conditions sanitaires, les structures de santé seraient adéquates, que tout se fasse chez nous. Il y a quelqu'un qui a quand même certaines maladies qui ne peuvent pas être soignées malheureusement en Afrique, et on est obligé de vous faire une évacuation sanitaire. Dans son cas, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui l'a motivé, mais il s'est dit, comme j'ai encore un jour à ma disposition avant d'arriver à Bruxelles, je suis en France, pourquoi pas ne pas faire un petit catch-up? D'accord. Mais monsieur Koné, je vais passer la parole après monsieur Diakombi et puis monsieur Ngoma. Vous qui êtes africain et quand vous voyez ça de loin, on a le Bénin, je citerai que ce pays comme exemple, le Bénin qui a décidé qu'il n'y aurait plus d'évacuation, que les cadres de leur pays, que les agents tout simplement de leur pays ne devraient plus se faire soigner à l'étranger. C'est une grande fierté. Ça veut dire qu'ils ont mis l'argent, les moyens dans leurs hôpitaux. Le Sénégal, dont on se moque un peu aujourd'hui parce que Macky Sall donne sa image, a des hôpitaux de qualité. Un premier ministre africain congolais qui vient se faire soigner, faire un bilan. C'est même plus se faire soigner, faire un bilan. Vous qui êtes malien, africain, comment vous le percevez? Merci Caïs. Donc déjà c'est toujours bien de se faire soigner chez soi. Donc mais je pense que il y a certaines spécialités, il y a certaines peut-être branches de la médecine dont chez nous c'est pas assez développé que ça. Donc je ne vois pas un problème de se faire soigner dans les pays occidentaux, mais qu'on construise nos hôpitaux, qu'on puisse donner plus de moyens à nos hôpitaux, qu'on puisse créer tous ces
matériaux ou toutes ces technologies qui manquent à nos hôpitaux. Ça ne se fera pas en 1 an ou en 2 ans ou en 5 ans, mais ça se fera sur un parcours long de la vie d'une nation. Donc, je ne peux pas les condamner réellement s'il avait des problèmes de santé et cette maladie ne pouvait être soignée au Congo et qu'il aille se faire soigner en Europe. Je ne vois pas d'inconvénient, mais le plus important, c'est de donner plus de moyens à nos hôpitaux, qu'on ait des hôpitaux de référence, qu'on puisse avoir une éducation de référence aussi. C'est très important. C'est pas le fait d'aller se faire soigner. Quand on prend les pays comme le Bénin, ça qui ont décidé de marquer, c'est extraordinaire de faire ça. Je pense que nous devrons nous inspirer de ces pays comme le Bénin qui a décidé, parce que les évacuations sanitaires, ça coûte une fortune. Et c'est pas tout le monde qui a la chance d'aller se faire soigner. Il faut être ministre, il faut être directeur national de quelque chose ou avoir des parents ou des amis très haut placés. Il faut être un fonctionnaire d'État. Donc, si nous mobilisons ces milliards qu'on accorde à nos dirigeants pour se faire soigner dans ces hôpitaux, donc je pense que si on les mettait dans les hôpitaux chez nous, on aura des hôpitaux de référence. Le fait d'aller se faire soigner, parce que, par exemple, quelqu'un qui est malade au Mali, il peut y avoir des cas où il n'y a pas de spécialistes dans ces domaines au Mali et que ça existe peut-être en Côte d'Ivoire ou au Maroc. Si cette personne va et que il n'y a pas de souci dans ça, mais qu'elle ne soit pas systématique, qu'elle ne soit pas de façon acquise, parce que c'est l'argent des contribuables. Un ouvrier qui est dans la rue, au bout de la rue, ne peut pas se permettre d'aller se faire soigner en Tunisie, mais un ministre ou un directeur de service, c'est tout le temps en Europe, tout ça, mais c'est quand même dommage, quoi. Qu'on essaie de revaloriser nos hôpitaux, qu'on essaie de les accorder ce budget nécessaire surtout. C'est très important. Et puis, les évacuations sanitaires, qu'elles se fassent sur un petit poignet de doigts, quoi, en réalité. Qu'on ne prenne pas, si on doit, par exemple, évacuer peut-être 100 personnes, qu'on essaie de se dire que cette année, ça nous a coûté tant de milliards, pour qu'à l'année prochaine, on ne va pas réinvestir ces sous dans nos hôpitaux pour acheter des matériaux nouveaux, pour acheter de la technologie, pour qu'on puisse se soigner ici, parce que ça, quand même, valorise nos hôpitaux. C'est normal. Quand chez nous, les chefs ne se font pas soigner ici et qu'ils se font soigner en Occident, qu'est-ce que vous voulez que les citoyens lambda ordinaires qui travaillent, qui a du mal à gagner $1 par jour, puissent comprendre cette logique? Donc, c'est dans l'intérêt de nos propres dirigeants, c'est dans l'intérêt de nos propres pays que nous puissions réinvestir dans nos structures de santé. Merci beaucoup. Qu'elle se fait de façon exceptionnelle. C'est très important. Merci à vous. Merci, M. Koné. Monsieur Samana Nkombi rire, Monsieur Samana Nkombi, est-ce que quelque part, comme dit M. Koné et comme l'a dit M. Ndion, il peut arriver qu'on n'ait pas tous les moyens et que c'est normal, qu'il peut être normal que le Premier ministre de passage dise, bon, alors, pourquoi pas, il y a un appareil qui est plus gros par rapport à chez nous, que j'aille me faire un contrôle. Non, monsieur Ebelebe, monsieur il ne faut pas apprendre à se cacher la vérité. Moi, j'entends bien ce que monsieur Koné nous dit, mais je regrette complètement que la question telle qu'elle est posée, qu'il manque une analyse profonde pour le cas du Congo. J'entends encore notre ami Gabriel se poumonner pour défendre l'indéfendable. Vous et nous sommes des Congolais. Le PCT dit, nous ne sommes pas dans un chaos, que nous sommes en train de développer le pays. Quand on développe le pays, quels sont les secteurs indicatifs? Le médical. La carte médicale du Congo est dans un gouffre. Les exemples sont légion. Jusqu'à ce qu'on nous vante l'hôpital qui a été construit à Oyo. Jusqu'à, nous vous disons que ça c'est de la mascarade. On est en train de faire du sparadrap alors qu'on vous dit que le pays va mal. Là, le sieur Premier ministre est venu dire non, que voilà, on va construire, on nous a même montré l'hôpital, je crois, de Luangili, où il y a eu des enfants qu'on a dénommés Anatole, Denis, à gauche, à droite, pour vanter la nouvelle carte médicale du Congo. Jusqu'à nous faire prévaloir l'hôpital de Guiri. Mais pourquoi ne pas reconnaître que nous sommes dans un état de chaotique? Et derrière, là, comme vous le dites, à Bimina Simandako, il vient voir un de ses collègues de l'école pour médecin en France et il croyait qu'il pouvait passer inaperçu. Mais ça, ce n'est pas l'opposition. Ce ne sont pas les médias congolais qui l'ont relayé. C'est d'abord les médias occidentaux. Vous voyez comment on fait ridiculiser une république? Sincèrement, je sais que l'état de santé, c'est tout le monde y passera, un jour ou un autre. Mais politiquement et techniquement, ce que ce monsieur a fait, c'est une honte pour la République. J'en ai fini. Merci. Monsieur Ngoma, quand vous voyez ça, est-ce que vous arriverez aussi un jour à être un homme d'État? Est-ce que pour vous avez dit? La première chose qui est blâmable, monsieur Caïs, oui, c'est que voici quelqu'un
qui utilise l'argent du contribuable, qui vient à une réunion où il est invité à Bruxelles pour représenter le pays. Il profite donc des frais de la République pour venir faire ses soins. Deuxièmement, la politique sanitaire au Congo, c'est un chaos entretenu par les dirigeants depuis plus de 20 ans. Le Congo, nous savons bien, a fait un projet de construction d'hôpitaux dans tous les départements de la République. La meilleure, ce que vous savez, c'est quoi? Le Congo a signé un contrat avec un seul opérateur pour construire ces 12 hôpitaux. Ce seul opérateur s'appelle Asperbras. Et quand un jour, au Portugal, on a fait une enquête pour chercher les gens qui ne voulaient pas payer des impôts, on est tombé sur le patron de cette compagnie d'Asperbras. Cette enquête s'appelle Route do Atlantico. On est tombé sur ce patron d'Asperbras qui a construit tous les hôpitaux, qui devait construire tous les hôpitaux et qui a construit tous les forages verts, jaunes, rouges qu'on voit un peu partout, des éléphants blancs, il faut le dire. Et c'est ce monsieur qui a gagné les marchés parce qu'il avait emmené monsieur Sassou au Real de Madrid. C'est dans les mains de ce monsieur qu'on a donné le système de santé du Congo. Au même moment, le Niger, pays aussi pauvre, sinon plus pauvre que le nôtre, réussit à construire un hôpital de référence avec 44 milliards de francs CFA. Cet hôpital de 44 milliards de francs CFA. Bon, aujourd'hui, on a un problème de connexion. On a perdu monsieur Koma. Monsieur Ndion, attendant que monsieur Koma puisse revenir. Hein. Monsieur Ndion, vous êtes là? L'hôpital d'Oyo n'a pas 500 lits, mais cet hôpital a coûté 13 milliards pour moins de la moitié de lits que celui de Niger. Alors que nous sommes tous demandeurs auprès de mêmes personnes. Quand on a arrêté, donc, je disais, ce monsieur au Portugal, il est allé montrer la maison d'un dirigeant congolais avec de l'argent à l'intérieur. Il dit, ça c'est de l'argent que j'ai eu au Congo, j'ai déjà payé mes taxes là-bas, pourquoi devrais-je payer une double taxe? Parce que moi, j'ai eu un marché, on m'a rémunéré pour le marché que j'ai eu, il y a des combinaisons internes et aujourd'hui, le Congo n'a jamais rien dit, on s'est tué, tous ces milliards-là ont disparu comme tous les autres milliards qui ont été décriés ici et là. Et on dit que le système de santé au Congo est en train de marcher. De qui veut-on se moquer? Et lui, il sait, il n'est pas con, il vient un jour avant son invitation pour passer rapidement dans un hôpital ici où il a son ami qui le sait parce que aujourd'hui, avoir un rendez-vous à l'hôpital, c'est pas le même jour. Donc ce monsieur avait soit pris rendez-vous depuis longtemps, soit il a brûlé séance pour se faire son check-up et il vient faire un check-up aux frais de l'État congolais parce qu'il habitait à l'hôtel puisqu'il était en mission du Congo. Et même si c'est un petit bobo, c'est se moquer des gens. Nous qui avons des parents au Congo qui ne peuvent pas faire un check-up parce que le Congo prend l'argent, donne à certains de ses enfants qui sont déjà riches au détriment de la santé du peuple congolais. Aujourd'hui, la politique de la maladie, c'est commencer à d'abord attaquer même ces maladies-là en amont. Mais les poubelles à Brazzaville n'ont pas été aussi grandes qu'elles le sont aujourd'hui. Avec des poubelles et des mares, vous voulez un peuple en bonne santé? Non, il ne faut pas défendre des choses qui ne peuvent pas être défendables. Nous savons que la politique du PCT, sur le plan sanitaire, comme on est en train de parler aujourd'hui, pas faire d'amalgame, sur le plan sanitaire, je ne sais pas si échec est un mot qui devrait être accepté dans ce qu'il y a là. C'est pire qu'un échec. C'est pire qu'un échec du point de vue de la santé, parce que vous prenez un hôpital pour aller construire dans l'une des régions les moins peuplées de la République, les médecins qui sont là-bas, qui étaient partis là-bas, où sont-ils aujourd'hui? Bonne question, monsieur Ngoma. Comme ça, pourquoi il va construire un aéroport là-bas et bon, on ne sait pas combien d'avions atterrissent là-bas, ça c'est autre chose. C'est une bonne question que vous avez posée. Hein. Les hôpitaux. C'est une bonne question que vous posez, monsieur Ngoma. Je voulais enchaîner sur l'autre question, sur d'autres, on en a deux, et puis, parce que comme le temps, excusez-moi, le temps vraiment va très vite. L'autre question, c'est au niveau politique, on a vraiment il y a quelque chose qui apparaît, hein. Je ne vais pas toujours pointer monsieur, mais je capte monsieur Ngoma. Alors, il est apparu plusieurs vidéos sur Internet, on voit arriver des candidats, hein, mais d'abord on va parler de la note qui oppose le ministre Nick Fila, monsieur Denis Sassou Nguesso Junior, ou monsieur Denis Sassou Nguesso tout court. Et cette note, les deux notes, vous avez la note de monsieur du ministre Nguesso qui écrit à l'administration du ministre Fila sans passer par le ministre Fila, où il annonce qu'il y a une société. Quelqu'un d'entre nous est en train de rouler. Est-ce qu'il peut couper son micro? Excusez-moi. Alors, vous avez la note du ministre qui est Christelle Sassou Nguesso qui écrit à l'administration, écrit à Unicongo pour leur annoncer qu'une entreprise qu'on appelle Authentix aurait eu le monopole du contrôle des produits importés ou exportés. Et vous avez le ministre de tutelle qui, lui, considère qu'il faut respecter la loi. Moi, j'ai une question à vous poser, à vous tous. On voit apparaître, et je ne sais pas si ça serait malhonnête ou pas honnête de dire la vérité et de le dire tout court. Depuis que nous faisons tous, nous lisons, nous suivons un peu la politique, on n'a pas vu autant
d'enfants, nièces, parents, cousins, cousines, petits-fils, grands-fils, je sais pas comment on peut définir. Enfin, une famille être représentée à ce niveau, ce sont les Nguesso. Alors, les Nguesso on a un Nguesso Edgar, c'est le fils d'Edgar Nguesso, qui est candidat je crois, à la députation, bien à l'élection locale. Vous avez la fille, une Nguesso qui nous fait des ateliers au Djoué, je sais plus très bien. Vous avez une Nguesso qui est députée maire, qui est maire de Kintélé. Et là, elle fait évacuer les gens. Mani Militari ne tient pas compte du social, ne pense pas où vont aller dormir les gens. Puis vous avez un qui est ministre, lui aussi, il respecte pas la loi, ou du moins, on lui reproche de ne pas respecter la loi. Est-ce que le Congo appartient au Nguesso? Moi, je vais poser la question comme ça. Est-ce que le Congo appartient au Nguesso? Merci, Caius. Merci, Caius. Merci, Caius, de poser cette question parce que il apparaît au Congo que le nom Nguesso ou la famille Nguesso, c'est c'est un nom de compétence. C'est une famille qui crée des compétents. On ne connaît pas où ces gens ont travaillé avant. On les voit seulement dans des postes politiques. Mais si tu demandes qu'est-ce qu'ils sont, on va dire hommes d'affaires et politiciens. Quelles sont les affaires qu'ils font? Ils font des affaires sur le dos du Congo. Ils gagnent des affaires sur le dos de la gestion du pétrole ou de je ne sais quoi du Congo. Ils gagnent des affaires en faisant louer des tentes chaque fois qu'il y a une fête de 15 août au Congo. Et ça, c'est les affaires qu'ils font. Aujourd'hui, sur les candidats aux élections législatives et locales, il n'y a pas moins de 40 Nguesso. Si on va dire moins que ça. On va dire moins que ça. Mais ils sont quand même nombreux. Hein. Il y en a déjà qui sont déjà... Je dis, il y a des Nguesso qui ne sont pas dans le PCT. Il y a des Nguesso qui sont seuls, qui sont indépendants. Et quand vous prenez à côté de ces 40, si vous ajoutez encore les beaux-frères, les cousins, ça c'est autre chose. Eux, ils vont expliquer. Ils expliqueront à la prospérité comment se fait-il qu'un jour, la République est devenue un objet familial. Ils diront comment ils en sont arrivés là. Mais le fait que ceux qui ont commencé n'arrivent pas à gérer, ou ceux qui ont commencé viennent mettre des compagnies qui font de l'argent pour eux-mêmes. Vous avez parlé de la situation qui, dans le gouvernement, est en train de mettre à couteau tiré 2 ministres. Voilà un ministre qui profite de sa position pour donner à un de ses amis un marché que les textes ne reconnaissent pas, mais lui, il fait parce qu'aujourd'hui, il a pignon sur tout. Il vend les terres du Congo sans s'en référer au ministre qui est chargé de cela. Il va signer les accords de défense pour le Congo sans s'en référer au ministre de la Défense. Et là, il dit, bon, tous les produits importés doivent être contrôlés par une compagnie. Quels sont ses intérêts derrière ces compagnies-là? Nous avons tous lu que nos amis australiens sont partis, ils n'ont pas voulu rester au Congo parce que ce même monsieur a demandé une part exorbitante. Mais les compagnies qui ne disent rien, les compagnies qui se taisent, combien ont-elles versé à ce monsieur ou bien à ces gloutons pour qu'elles puissent s'installer au Congo? Quand vous regardez par exemple la société de cimenterie d'une compagnie marocaine, je ne sais pas, tunisienne, qui est installée là-bas, leur budget c'est combien? 8 milliards, 7 milliards, 7 milliards de francs CFA. Les Congolais qui volent l'argent de l'État, il y en a qui ont plus que ça chez eux. Mais il faut aller donner à une compagnie, peut-être mettre devant, et bon, on dit, vous êtes devant, nous on va prendre, vous venez, et on fera. Voilà ce qu'est devenu le Congo. Voilà pourquoi on n'a plus d'hôpital. Regardez les étrangers qui étaient au Congo, qui venaient au Congo, qui venaient à l'école, qui étaient le quartier latin d'Afrique centrale. Demandez à ces Tchadiens s'ils reconnaissent le Congo. Parce que nous, si on parle, on peut encore dire que, oh, il y a ceci, il y a le fait que nous ne sommes pas du PCT. Bravo, mais prenons un étranger qui a grandi au Congo, quand nous grandissions, quand nous avons les Tchadiens, les Camerounais, qui venaient au Congo. Quand nous avions à l'école militaire des gens qui venaient de toute l'Afrique, de la Centrafrique, du Cameroun, du Tchad, qui venaient au Congo, les Tombalbaï qu'on a connus, ils venaient tous, ils ont appris au Congo et ils se disaient congolais. Aujourd'hui, ils n'ont plus la fierté de se dire congolais parce que l'hôpital général qui avait été construit à l'époque de l'indépendance où le Congo avait moins de 4 millions d'habitants, moins de 2 millions d'habitants, disons, aujourd'hui, c'est la même chose. Bien au contraire, quand on a une directrice de chez nous qui veut faire un compte, on lui fait des problèmes, la pauvre, mais on emmène un directeur canadien qui vient faire l'andouille. Qui est derrière ce directeur canadien, on ne devrait pas chercher. On va passer la parole à M. Koné, M. Ngoma, je vais vous interrompre. M. Koné, je ne sais pas si vous avez suivi ce qu'on disait. Je ne crois pas que dans... parce que j'ai tellement de coupures là. Ouais. Oui, je ne crois pas que dans un pays africain, à part le Congo, le Zaïre, on avait vu les enfants de Mobutu et même un peu le Togo, même le Gabon. Mais aujourd'hui, ça a un peu changé. Comment on peut expliquer comme ça que les petits-fils, les enfants, les grands-parents, enfin toute une famille s'arroge le droit d'être
partout où ils veulent, quand ils veulent, ils occupent tous les postes, même surtout la politique. Et comment le peuple, qu'est-ce qu'on laisse au peuple? Comment doit-on réagir quand on est, quand on observe ça? Qu'est-ce qu'on peut dire de voir que la famille Nguesso a décidé d'être quelque part celle qui régit le Congo aujourd'hui dans tous les domaines? Oui, mais merci M. Caïs. Mais vous savez en réalité que ces enfants de ces anciens présidents, tout ça, se présentent ou soient candidats ou posent des responsabilités. En réalité, ça ne pose pas de soucis parce que si réellement les parents avaient réellement travaillé et qu'ils avaient créé des bonnes conditions d'existence, pourquoi pas? Mais bien sûr, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est que ceux qui échouent, ils savent qu'ils ont échoué et puis les enfants, ils veulent perpétrer ça encore. Donc ça, ce n'est plus possible en réalité. Ce n'est plus possible parce que comment voulez-vous prenons nos pays, c'est exactement tous pareil. Quand on prend le Congo, qu'on prend le Mali, qu'on prend le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tout ça, quand les parents, les papas ont fait des choses extraordinaires, ils se sont battus pour le pays, ils ont donné leur corps et âme à ces pays. Et quand ces enfants viennent, et puis ça va nous rappeler quoi? Ça va nous rappeler quelque chose d'extraordinaire. On s'est dit que oui, tel fils, tel père. Le père a tellement travaillé que si le fils est là aujourd'hui, c'est une aubaine pour le pays. Mais en réalité, si vous voyez qu'il y a cette opposition, il y a les gens refusent que ces enfants, comme le cas du président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, son fils Karim Keïta, qui était aux responsabilités, qui était à l'Assemblée nationale, qui s'occupait des questions de défense et sécurité. Mais quand on voit leur comportement, leur façon de le faire, surtout ça, c'est ça qui fait que les gens n'arrivent plus à respecter en réalité. Parce que déjà, quand les parents sont au pouvoir, quand on se rend compte par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait réellement. Et quand votre père ou votre oncle qui est président de la République, qui est premier ministre ou qui est président de l'Assemblée nationale, qui conduit une action et que ces actions ne sont pas à l'unanimité et qu'en même temps, on propose le fils ou on essaie de l'appuyer, je ne sais pas, par des mécanismes ou par des moyens qui sont illégaux en réalité. Moi, je pense que quand les parents, quand vous avez un père ou un oncle ou une maman qui est président de la République ou président de la République, si réellement les parents ont un bilan positif, mais bien sûr, il n'y a pas de raison. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une faillite et que les enfants, on a l'impression que les parents ont dirigé le pays et qu'ils veulent remettre ça à leurs enfants et que la liberté n'est pas là et que la justice n'est pas au rendez-vous. Mais bien sûr, c'est normal que les gens s'opposent à ça, que les gens se disent que non, ce n'est pas la solution. Moi, je trouve que les fils des anciens présidents, s'ils veulent vraiment, réellement que leurs parents leur continuent, finissent leur pouvoir dans la légalité, c'est mieux de se taire, de rester dans son coin. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des citoyens de nos pays. C'est normal qu'ils soient candidats ou qu'ils puissent avoir des projets de société pour nos pays. Mais comment voulez-vous, quand un père est là pendant plus de 10 ans, 15 ans, qui n'a absolument rien fait et que le fils, on le prépare en catimini comme ça? Donc, ce n'est plus possible de continuer cette politique aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Ce n'est pas valable que pour le Congo, c'est valable pour tous les pays africains. Il faut voir en Europe, il faut voir ce qui se passe réellement. Quand il y a un président, mais les enfants, ils ne sont pas du tout concernés. Ça s'est fait de façon exceptionnelle, à part des cas de Jean-Yves Le Drian. Sinon, à part ça, nous n'avons pas de cas d'espèces dans les continents européens. Pourquoi chez nous, c'est cette obsession? Donc, je pense que ça n'a pas de sens quand on a des parents qui sont responsables, qui ne répondent pas aux exigences du pays, qui ne répondent pas aux engagements qu'ils ont pris devant les citoyens, devant le peuple, et que ces enfants viennent, on a l'impression qu'on est manipulé, on a l'impression que ouais, le père il a échoué, peut-être il va confier ça à son fils. Ce n'est pas la solution aujourd'hui. Donc la solution, c'est de donner plus de chance à tout le monde. Qu'on ne soit pas le fils d'un tel pour pouvoir avoir des ambitions politiques, pour pouvoir avoir des ambitions dans l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement supérieur. C'est surtout ça le plus important aujourd'hui. Ceux qui ont échoué, je leur demande personnellement qu'ils parlent à leurs enfants. C'est clair et net, parce que quand vous échouez et que vos enfants sont là, les gens se disent que mais en réalité, c'est les mêmes politiques qui vont continuer, des choses qui ont été supportées pendant 10-15 ans, on va revivre encore les mêmes choses. Donc il y a cette crainte, il y a cette inquiétude par rapport chez nos concitoyens surtout. Donc le plus important, quand les parents sont engagés à la politique, quand ils sont présents, c'est mieux, même quand on a des initiatives, c'est mieux de se mettre un peu à l'écart, de laisser peut-être les parents finir leur mandat. Et puis une fois qu'il n'y a plus de soutien du père ou de la mère, donc quand on va, ça c'est un débat, ça c'est un combat politique. C'est utile de faire ça et c'est très important de continuer dans ce sens-là. Que les filles des anciens présidents, des anciens présidents ou des présidents en exercice comprennent que c'est pas parce que mon père est président que le pays lui appartient. Non, c'est pas le cas du tout. C'est pas parce que ma tante ou ma mère est telle ou telle personne que non, c'est pas le cas. Donc c'est comme le combat des hommes. Chacun de nous a des parcours, mais nous ne sommes pas appuyés sur les uns pour les autres. C'est important d'avoir toujours de la chance, d'avoir tout ça à côté, mais en réalité, c'est important d'abord de s'affirmer en tant qu'homme, en tant qu'individu. Quel projet avons-nous pour la société? Donc je pense que c'est très important que
que ces pratiques puissent cesser, c'est dans l'intérêt de nos pays en réalité. C'est dans l'intérêt de nos pays en réalité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis je tenais aussi à vous dire que j'ai dépassé mon rendez-vous. Je sais pas si je pourrais participer. Merci beaucoup, monsieur. À la dernière panel. Voilà. De toute façon, on est en train de finir. Merci beaucoup, monsieur Koné. On vous retrouvera peut-être la semaine prochaine pour le débat. Merci à vous, monsieur Kaïs, et merci à l'ensemble de nos co-débatteurs et puis à merci beaucoup à vous, monsieur. Merci à vous tous, monsieur Patrick Enjoy, et puis mon collègue, monsieur Ngoma, c'est ça, non? Ngoma, oui. Monsieur Samanjan Koumbi Ngoma. Vous aussi, ne profitez pas. Ne profitez pas de l'élection de Madame Keke pour prendre un peu plus de vin. Hein. Non, pas du tout. D'accord. En tout cas, je suis très heureux et très heureux de partager, d'être tout le temps sur vos plateaux. Et puis, c'est très important. Ça, on appelle ça de la pédagogie, qu'on explique les choses. Peut-être aujourd'hui, on peut l'expliquer qui ne sera pas bien compris d'une manière. Et demain, le fait d'être dans cette répétition, dans cette pédagogie, il n'y a pas de raison que les gens ne tirent pas profit de ce que nous sommes en train de faire. Donc, je tiens personnellement à vous remercier, à remercier l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Et je suis ravi et très ravi de participer aussi à une prochaine émission. Merci à vous tous. Merci beaucoup, M. Koné, Dr Koné. Bonne soirée. Merci. Soirée, à très bientôt. Bonne soirée à vous. Alors, monsieur Ndion et puis M. Samanjan Koumbi après. Monsieur Ndion, les Congolais se posent quand même des questions. Hein. Est-ce qu'au Congo aujourd'hui, il n'y a que la politique comme exemple pour réussir? Les gens n'ont pas d'autres métiers. On n'a pas de médecin chez les Nguesso, on n'a pas d'architecte, il n'y a pas de, je sais pas moi, de producteur de manioc, il n'y a pas quelque chose. Ils ont que la politique. Il n'y a pas que eux, hein, c'est pas la seule famille. On va pas dire que ça, mais est-ce que ce n'est que ça, toutes ces familles qui aujourd'hui, on va dire l'oligarchie congolaise, ne présentent à leurs enfants que la politique pour réussir? Merci beaucoup, Monsieur Kaïs, de me poser cette question. Bon, j'aimerais d'abord lever une équivoque. Hein. Oui. Ce n'est pas toute la famille Nguesso, ce n'est pas toute la famille Sassou Nguesso qui fait de la politique. Hein. Il y a aussi des membres de la famille Sassou Nguesso qui font aussi autre chose, hein, qui sont des hommes d'affaires, qui sont des femmes d'affaires, qui sont dans beaucoup de domaines de compétences divers. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, tous les enfants des ministres, des hommes politiques en Afrique en général et au Congo en particulier qui font de la politique tout et tout, je vais me poser la bonne question qu'il faut se poser, Monsieur Kaïs, c'est d'interroger la loi, d'interroger la constitution nationale, d'interroger la loi est là pour organiser la vie en société. Comment est-ce que les hommes et les femmes qui vivent? Mais laissez-moi répondre quand même. La loi est faite par les hommes. C'est terrible. Excusez-moi. Mais la loi est faite par les hommes. Mais bien sûr, je n'ai pas refusé que cette loi qui est faite par les hommes, elle peut être modifiée. Je n'ai pas refusé. Est-ce que la loi qui régit l'organisation de la société au Congo, la loi, on va prendre la loi suprême, la Constitution nationale, est-ce qu'elle interdit à ce que les enfants des ministres, les enfants du président de la République, la famille des ministres, la famille du président de la République, la famille des grandes autorités, est-ce que la loi interdit à ce qu'ils puissent être des candidats à l'élection présidentielle, des candidats à l'élection législative, des candidats à l'élection sénatoriale, des candidats à l'élection locale? Non. Donc, ce sont des citoyens comme tout le monde et donc ils peuvent être actifs dans la vie économique, dans la vie politique, dans la vie culturelle, dans la vie professionnelle. C'est des citoyens comme vous et moi. Maintenant, si vous me dites que la loi interdit ça, mais il n'y a pas de problème si la loi interdit. Donc, son excellence, Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, Madame Stella, ne peuvent pas être des candidats. Oui, mais la loi ne l'interdit pas. Commençons d'abord par changer la loi pour dire que non, les enfants de Monsieur Sassou Nguesso, les enfants de tel ministre, les enfants de telle autorité politique ne peuvent pas se présenter. Mais tant que la loi est favorable à tous les citoyens, place tous les citoyens au même pied d'égalité, je ne vois aucun mal à ça. Mais est-ce que pour vous, les lois sont respectées au Congo? Monsieur Ndion, quand vous dites ça, est-ce que les lois sont respectées au Congo? Quand vous dites ça. Mais est-ce que vous connaissez un seul pays où il n'y a pas de faille? D'accord. Les lois sont respectées au Congo. Les lois sont respectées au Congo. Les lois sont respectées au Congo, bien sûr. Vous avez le ministre Fila qui rappelle. Vous avez le ministre Fila. Vous avez le ministre Fila, Monsieur Ndion. Monsieur Ndion, vous avez le ministre Fila. Vous avez le ministre Fila qui vous rappelle que dans l'appel ou dans l'attribution du contrat à la société Authentix, il n'y a pas de respect de la loi. On a le même problème avec les terres rwandaises où le Parlement n'a pas été consulté, ou même les ministres de la Défense n'ont pas été consultés. Vous l'avez dit vous-même la dernière fois. Donc la loi, est-ce qu'elle est vraiment respectée? Je ne sais pas. Continuez dans vos exemples. Non, mais écoutez, moi je dis ceci. Oui. La dernière fois, nous avons discuté
rajouter là-dessus. Il y a toujours une confusion dans l'opinion nationale congolaise. On n'a pas vendu le pays. On n'a pas vendu des terres. Ça n'existe nulle part au monde. Mais nous, on parle du principe de passer par le Parlement. On a signé un contrat avec D'accord, mais de passer par le Parlement. Le Rwanda. De passer par le Parlement. Mais on n'est pas encore arrivé là. On n'est pas encore arrivé là. Mon souhait, je l'ai dit et je me répète à qui veut m'entendre, que le souhait serait, bien sûr, après la signature de ces 7-8 accords avec le gouvernement rwandais, que l'on puisse passer au Parlement et arriver au Parlement. S'il y a des failles dans les différents contrats qui ont été signés, le Parlement a pour vocation de les corriger. Mais revenons à Monsieur Ngon, s'il vous plaît. Je termine sur la loi. Je veux vous poser une question. Laissez-moi terminer. Laissez terminer d'abord, monsieur. Laissez terminer sur ce qu'il a commencé. Je l'ai dit et je l'ai redit 1001 fois. Oui. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai vu aucun gouvernement, ni celui de Pascal Lissouba, ni celui de Alphonse Massamba Deba, ni celui de Sassou Nguesso aujourd'hui, qui a vendu une partie du Congo. Ça n'existe pas. Non, revenez sur les enfants. Vous étiez là où revenez sur les enfants. Revenez sur les enfants. Les entreprises étrangères de droit congolais pour exploiter la forêt, pour exploiter des terres, oui, on l'a fait avec la Malaisie, on l'a fait avec le Canada, on l'a fait avec le Rwanda, c'est pas un problème. Exactement. C'est pas un problème. Je peux vous poser une question sur ça? Et nous sommes libres de pouvoir arrêter ces contrats quand nous voulons. Moi qui vous parle. Question sur ça? Allez-y. Alors, monsieur Nzon, vous dites que le Congo signe un contrat avec le Rwanda pour qu'une compagnie de droit congolais, une compagnie congolaise, donc inscrite au registre du commerce du Congo, exploite des terres du Congo pendant un certain temps. On a fait avec la Malaisie. Quand on a fait avec la Malaisie, c'est pas l'ambassadeur de la Malaisie qui est venu prendre le titre foncier de ces terres. Quand on l'a fait avec les Sud-Africains, c'est pas l'ambassadeur de l'Afrique du Sud qui est venu prendre le titre foncier. Pourquoi quand on a signé avec le Rwanda, c'est l'ambassadeur rwandais, donc l'homme qui représente le gouvernement rwandais, qui vient retirer le titre foncier d'une compagnie de droit congolais. C'est l'ambassadeur rwandais, un étranger. Ah, ça, c'est une information que je n'en viens pas. Monsieur Njang, qui vient retirer le titre de propriété de la compagnie congolaise pour le garder par devers lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Njang va vous répondre. Je peux vous répondre? Allez-y, monsieur Njang. Oui. Je ne sais pas quels sont les détails du protocole qui ont été signés, mais moi je peux me permettre, monsieur Ngoma, c'est ça, hein? Oui. Je peux me permettre de vous dire ceci. Moi qui vous parle, je suis chef d'entreprise, je suis gérant d'une entreprise. J'ai étudié quand j'étais jeune dans un pays qu'on appelle la Roumanie, j'ai ramené des Roumains au Congo et ils ont signé, ça s'appelle Zebra Congo SA, dont je suis gérant. Donc c'est une entreprise de droit congolais, mais dont les capitaux sont étrangers, sont roumains. Mais lorsque nous avons signé le bail emphytéotique, c'est comme ça que ça s'appelle, le bail emphytéotique pour exploiter la forêt de Pointe-Noire, du Kwilu, notamment la forêt des eucalyptus à Pointe-Noire. Ah, c'est vous qui coupez les eucalyptus à Pointe-Noire. Où est-ce qu'il va ce bois là, en fait? Écoutez, vous me posez une question sur une autre. Non, allez-y. Allez-y, je vous taquine. Nous nous sommes entendus lors de la signature de ce bail emphytéotique. Nous nous sommes entendus avec la ministre de tutelle, les ministres qui étaient là, il y en avait 3 qui étaient là, l'agriculture, la forêt et puis le foncier qui étaient là. Nous nous sommes entendus dans notre protocole que le bail emphytéotique, c'est-à-dire le fameux contrat en question qui nous autorise à exploiter la forêt des eucalyptus, soit remis. Nous nous sommes entendus, soit remis à monsieur Chichilian, qui est le directeur général, au lieu que ça soit remis à moi qui suis le gérant. On s'est juste entendu. Le directeur général de la compagnie. Le directeur général de la compagnie. Oui, le directeur général de la compagnie. Pas l'ambassadeur d'un pays étranger. Pardon? Pas l'ambassadeur d'un pays étranger. Pas l'ambassadeur de Roumanie, par exemple. Ce qui veut dire, c'est pas l'ambassadeur de Roumanie qui a pris le titre. Dans le cas du Rwanda, c'est l'ambassadeur rwandais qui est venu prendre le titre. Mais je dis ceci, monsieur Ngoma, écoutez-moi d'abord, allez jusqu'à la fin de mon raisonnement. Je dis que nous nous sommes entendus dans les coulisses que lors de la remise du contrat du bail emphytéotique, tout et tout, remettons le document officiellement devant la télé, devant la radio et tout, au directeur général et non à moi, le gérant. On s'est entendu, mais donc peut-être, je dis peut-être parce que je n'étais pas là, ni vous ni moi d'ailleurs, peut-être qu'ils se sont entendus dans leur protocole, d'accord, que le bail emphytéotique, le contrat sera remis par l'ambassadeur du Rwanda au Congo. J'en sais rien, peut-être, je dis comme ça. D'accord. C'est vrai que ou bien parce qu'ils étaient empêchés, lui il a servi d'intermédiaire. D'accord. J'en sais rien. Je préfère ne pas dire des choses que je ne maîtrise pas. Mais je me dis ceci, peut-être qu'ils se sont entendus comme ça. D'accord. On va écouter M. Samandiakoumbi. Allez-y. Pour moi, il n'y a aucun mal. Voilà. Gabriel. Oui, M. Samandiakoumbi. Monokoma Kassi Zanini. Ndokite. Donc, devant public, devant auditeur,
peur. Oui. Tu es en train de te poumonner alors que tu sais que vous êtes en contradiction avec la loi. Mais je dis que peut-être qu'ils se sont entendus comme ça. Moi, je ne sais rien. Est-ce que toi et moi, nous étions là-bas? On devait remettre le document à l'ambassadeur ou pas? Non, on n'était pas là-bas. Gabriel a parlé. Monoko Makasi Ndoki, tu nous parles de la loi suprême de la République. Toi et moi, nous avons débattu en tant que citoyens. Nous avons dit que au Congo, la loi suprême n'a jamais été respectée. Quand on écrit les textes... Monsieur Ndion a dit que pour lui, c'est respecté. Ne protège pas les intérêts des gouvernants. Le texte est pris comme papier hygiénique, bâti en Gona, la poubelle. Et au jour d'aujourd'hui, tu viens prétendre que le Congo est un pays démocratique. De toi à moi. Hein? On a traversé l'école primaire. On a traversé le collège. On a traversé le lycée. Jusque dans les pays de l'ex-bloc de l'Est. Le formatage que nous avons eu nous permet quand même de ne pas accepter l'inacceptable. Comment peux-tu dire ce qui est reconnu, même par le petit citoyen lambda, qui a tricherie, qui ne sait pas qu'au Congo, le mensonge est devenu comme Maï Odo, je vous dis seulement ceci, nous vous disons, au-delà des divergences qu'on peut avoir, nous sommes des citoyens et le mensonge, une fois que tu l'as trop utilisé, il devient comme de l'élastique. Tango Katana, ça va faire mal, non pas uniquement à notre génération, à nos ascendants, mais surtout à nos descendants. Parce que là où se trouve ce pays, jamais dans l'histoire de notre pays, nous avons connu aussi grave crise dans tous les plans, et surtout le plan moral. J'entends bien que, comment tu appelles ça, que la politique est un sacerdoce, mais quand on vous a mis une sortie de l'ancien Premier ministre André Milongo, où il dit la politique au Congo est devenue comme un métier. Toi encore, si on te dit aujourd'hui, Monsieur Ndion, vous avez étudié, vous êtes économiste, allez enseigner à Brazzaville, je me pose la question, si tu vas accepter le poste. Pourquoi vouloir faire du tort aux autres alors que nous tous on se disant que comment sortir de cette situation extrême, chaotique dans laquelle le pays se retrouve? Au lieu de se poumonner, non boye, comment dans un gouvernement, le ministre, et pas des moindres, n'arrive pas à donner des instructions identiques aux structures de base? Mais c'est jamais dans l'histoire de notre République, on a connu aussi pareil cacophonie. Merci, Lucie. D'accord, merci. Alors, on va terminer, mais j'ai une question, M. Ndion, qui vous a été posée. Je vais vous la poser, ça sera la dernière question pour que vous puissiez répondre tous et qu'on va conclure, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres thèmes. M. Ndion, on vous a posé une question. Nous avons parlé du tribalisme, et sous le thème du tribalisme, nous avons évoqué plusieurs sujets. Il n'y a pas que vous, mais c'est un reproche qui a été fait à moi aussi, en particulier, nous tous. Donc, la question a été, est-ce que nous avons, en parlant du tribalisme, nous n'avons pas été assez dans les causes. Parmi les causes, on reproche, notamment au PCT, donc au parti au pouvoir, qui est arrivé depuis bientôt 40 ans, d'avoir accentué. Personne ne nie que le tribalisme existe, mais il y a plutôt des ethnies différentes qu'il faut reconnaître, et il est reproché, notamment au PCT, et dans notre débat, on n'a pas évoqué ça apparemment, assez en profondeur. Il est reproché au PCT d'être à l'origine du tribalisme qui s'est accentué, parce que quand on regarde la composition du gouvernement, quand on regarde la composition des directeurs généraux et des directeurs centraux, pour ne s'arrêter que là, les gens constatent qu'il y a une région, notamment celle de la Cuvette, qui émerge beaucoup plus que les autres régions. Et qu'en plus, les cadres qui émergent pour les autres sont beaucoup plus de la partie nord du pays. Est-ce que, pour vous tous, cette analyse elle peut être comprise et acceptée, que quand on compte, même si on compte au gouvernement de moitié des gens qui seraient, entre guillemets, d'une autre région qui est dit-on, le sud, et l'autre serait du nord, mais quand on regarde dans le fonctionnement de l'État, l'administration, il émerge beaucoup plus une catégorie des gens de la Cuvette, et même Cuvette Ouest, Cuvette Nord, et puis enfin des gens, comme on dit, de ce qu'on appelle
le groupe Mboshi. Monsieur Ndion, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous comprenez ou pas? Moi, j'ai essayé de comprendre. J'ai regardé, je me suis dit, il faut poser la question. Qu'est-ce que vous pensez? Ça, c'est sans les auditeurs qui ont dit, il faut en parler. Bien, c'est courageux de poser ce problème, mais je pense que là encore, la question est mal posée. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des statistiques au Congo, des statistiques démographiques à caractère ethnique ou clanique ou régionaux qui montrent que telle ethnie a une densité démographique beaucoup plus importante que telle autre, ou dans le gouvernement il y a telle ethnie qui est majoritaire, telle ethnie n'est pas majoritaire, ou au Sénat ou dans les institutions de la République. Ces statistiques n'existent pas. Les gens vont sur les sentiments, sur les appréciations, sur des constats, sur des observations qui sont individuelles, qui varient d'un individu à un autre, d'un citoyen à un autre. Deuxièmement, je ne connais aucun gouvernement depuis 1960, s'il vous plaît, jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'y ait pas plus ou moins, pas mathématiquement parlant, mais plus ou moins un équilibre, que tous les 12 régions, tous les 12 départements, aujourd'hui on les appelle comme ça, la plupart de nos ethnies soient toujours représentés au sein de tous les gouvernements, s'il vous plaît. Et si je me contente de la partie où le PCT a dirigé le pays, les fameux 40 ans dont vous parlez, bien vous allez voir qu'il y a toujours une espèce, c'est M. Samba Diakoumbi qui utilise beaucoup ce terme, de géopolitique, d'équilibre géopolitique qui existe. Le président de la République, si c'est un gars, une personne du Nord, on s'arrange à ce que le Premier ministre soit une personne du Sud, globalement. Encore que le Congo, de façon schématique, on le scinde comme ça, mais il y a le Nord, il y a le Sud, il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a aussi le Centre, s'il vous plaît. Maintenant, si vous regardez la configuration de notre gouvernement, toutes les ethnies, puisque vous les appelez comme ça, toutes les régions, tous les départements sont représentés. Maintenant, en termes de cadre, s'il vous plaît, ça a toujours varié. Que nous soyons au temps de Massamba Deba, ou au temps de Marie Ngouabi, au temps de Yombi, au temps de Sassou Nguesso 1, Sassou Nguesso 2, au temps de Pascal Lissouba. Ça varie toujours d'une région à une autre. Mais je dis qu'aujourd'hui, c'est une impression que l'on a sur la cuvette, mais je dis qu'aujourd'hui, personne, s'il vous plaît, sinon vous me donnez vos sources, personne ne peut me dire aujourd'hui qu'il y a des statistiques qui disent qu'il y a tant de nombre de cadres Mboshi, tant de nombre de cadres Vili, tant de nombre de cadres Bateke, tant de nombre de cadres, et par conséquent, la cuvette serait la région la plus dotée en termes de cadres, en termes de directeurs. En sérieux, en sérieux. S'il vous plaît. Et je chute en disant ceci. Il n'est pas prouvé que le tribalisme soit né avec le PCT. Il n'est pas non plus prouvé que le tribalisme ait été accentué par le PCT. Pas du tout. Ça, c'est des stéréotypes et c'est de bonne guerre. C'est normal que ce soit des gens de l'opposition qui posent cette question-là. Le tribalisme est vieux dans le Congo depuis longtemps. Il a existé au temps de Massamba Deba, au temps de Youlou, au temps de Marie Ngouabi, au temps de Pascal Lissouba, et il existe jusqu'à aujourd'hui. Le souhait de tout le monde et du PCT, c'est de le combattre parce que c'est un facteur qui régresse le pays et ne développe pas le pays. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse, M. Ndion. Monsieur Ngoma, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parlons des statistiques qui existent. J'aurais souhaité que chacun de vous, là où vous êtes, s'il vous plaît, prenez un crayon. On va faire un petit calcul. Mais avant qu'on ne fasse ce calcul, vous avez raison. Nous sommes un pays à culture bantou. Le blanc est venu pour nous diviser. Il a utilisé la tribu. Et déjà en 58, les gens se sont battus sur la tribu. Le fait aujourd'hui, ce n'est pas de dire que parce que ça existe depuis 58, le fait aujourd'hui devrait être comment impliquer la tribu dans la gestion quotidienne de la République, de sorte que personne ne se soit senti mis à l'écart. Deuxièmement, allons-y sur le gouvernement, un gouvernement, si on mise à part le président de la République qui n'est pas membre du gouvernement, il y a le premier ministre et il y a les postes principaux de ce gouvernement-là. Regardons donc le gouvernement d'aujourd'hui. Vous allez me dire à la fin combien de ministres il y a, mais comptez avec moi. Vous avez compté les ministres en fonction des postes principaux ou tous les ministres? On a dit que le gouvernement, c'était pas un problème. Je parle des postes principaux mais non. Et tous les ministres. Non, les statistiques sont renforcées, monsieur Ngoma. C'est tous les ministres qu'il faut compter. Chacun de nous peut faire des statistiques et puis peut faire parler des statistiques à sa manière. Oui, mais on va pas faire ça comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est aller dans le débat, on pourra peut-être faire ça plus tard. Allez dans le débat dites-nous pour vous aujourd'hui. Oui. Après ce que vous avez fait comme votre remarque à vous. Je disais que gérer le pays, c'est prendre en ligne de compte cette donnée culturelle, et ne pas l'accentuer. Écoutez-moi s'il vous plaît. Ministre de la Défense, Richard Monjo. Ministre de l'Intérieur,
l'Intérieur, de la Sécurité, pas de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, mais non. Zéphirin Moulou, ministre des Hydrocarbures, Richard Bruno Itois, ministre des Finances, Rigobert Andeli, ministre délégué en charge du budget, Ludovic Ngaté, ministre des Affaires étrangères, Jean-Luc Gakosso, ministre de la Coopération et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel, Denis Sassou Nguesso, ministre des Mines, de la Géologie, Pierre Aubin. Oui, mais là, vous avez choisi des postes. Des grands travaux. Vous avez choisi des postes, monsieur Ngoma. Vous avez choisi des postes. Non, regardons l'équilibre. Vous avez choisi. Ne me dites pas que le ministre de l'énergie n'est pas important, ne me dites pas que le ministre du plan n'est pas important, ni le ministre du commerce. Non, là, vous avez choisi, c'est fausser les statistiques, excusez-moi, non. Vous avez choisi pour faire parler les statistiques. Monsieur Ebelebe. Allez-y. Monsieur Ebelebe. Monsieur Ebelebe. Oui. Quand on nomme un gouvernement, il y a le ministre de l'Intérieur. Tous les ministres sont importants, excusez-moi. D'abord, tous les ministres sont importants. Non, ils n'ont pas la même importance. Bien sûr que ils n'ont pas la même importance. Certainement, oui, heureusement. Le ministre des Sports n'est pas aussi important que le ministre de l'Intérieur. Mais il est important. Non, il n'est pas aussi important que le ministre de l'Intérieur. Mais il est très important, ils sont tous importants. Le PCT est sorti des accords avec l'UPADES parce que l'UPADES était prête à donner au PCT des postes ministériels de second ordre. D'accord, mais quand on fait le calcul, quand on fait le calcul, on fait la moitié de moitié, c'est moitié, le nombre est égal. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que les postes régaliens reviennent à une catégorie de personnes. C'est ça que vous voulez dire. Donc, à une tribu seulement sur les 53 tribus que nous sommes au Congo. Monsieur Dion, Monsieur Dion, Monsieur Richard, vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est ce que dit Monsieur Ngoma. On va peut-être, par exemple. Écoutez, cette analyse est biaisée. Cette analyse est biaisée parce que je ne connais aucun organisme qui tient les statistiques de Monsieur Ngoma. Des statistiques ethniques qui sont puantes. Je ne connais aucun organisme, sauf sa propre analyse à lui, qui tient des statistiques puantes comme ça, là, que tel ministre est de telle région, tel ministre est de telle ethnie, tel ministre est de... C'est une analyse qui est puante. On ne peut pas se permettre de tenir... Heureusement que dans le monde, dans aucun pays sous-développé soit-il, il n'y a aucun ministère, aucun organisme qui tient des statistiques puantes comme ça, là. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez montrer par cet exemple-là? Qu'il y a telle ethnie qui est majeure, qui a beaucoup plus de cadres, beaucoup plus de nombre de ministres. Quelle est votre démonstration? Et quelle est sa conclusion à la fin? Quelle est sa conséquence? La conclusion est que le PCT peut mieux faire avec les cadres qu'ils ont de ne pas avoir qu'une seule tribu à tous ces postes-là. Mais je dis que c'est faux. Le Congo n'a pas qu'une seule tribu. Dites-moi, vous avez dit que c'est puant, mais vous n'avez pas dit que c'est faux. Mais je dis que c'est faux. Je parle d'un fait. Ce que j'ai dit est factuel. Je dis que la dotation en cadre, la dotation en intellectuel, la dotation en cadre en général varie toujours d'une période à une autre, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, en fonction des besoins de l'État congolais, du pays. On peut envoyer tant d'étudiants dans tel domaine, peut-être, voilà. Il y a beaucoup plus moins de médecins, beaucoup plus d'ingénieurs, moins d'ingénieurs, beaucoup plus de profs, moins de profs, ainsi de suite. Oui, par exemple, moi j'aimerais bien savoir, les régions. Le développement. Il n'y a pas de diplôme pour être ministre. Monsieur Ngoma. Meunier qui sort sous des seaux, à quel diplôme pour être ministre? Monsieur Ngoma. Oui. Je vous pose une question, par exemple. Pourquoi le ministre du Commerce pour vous n'est pas important, par exemple? Parce que c'est pas un poste, comme vous avez dit, aujourd'hui. Mon problème, c'est comme je suis en train de vous montrer le déséquilibre de la tribu sur le point gouvernemental. Est-ce que vous voulez dire que les autres postes ne sont que des postes de marionnettes, un peu comme la fresque? Je refuse pas que le pouvoir est au PCT. Je dis qu'il y a au PCT des cadres d'autres tribus qui peuvent faire que le gouvernement ressemble au pays, que le gouvernement ressemble aux 12 départements et à toutes les 53 tribus que nous avons au pays. Il n'est pas dit que s'il y avait peut-être 5 d'une seule tribu, il n'y a pas de problème. Je vous ai cité là plus de 5 à des postes ministériels qui sont là. Je ne suis pas descendu dans les directeurs du Trésor, des gens qui sont à la retraite, qui ne vont pas à la retraite depuis combien de temps? Parce qu'ils là, c'est un amalgame toujours. Ça, c'est un amalgame que vous faites, Monsieur Goma. Non. Je suis pas d'accord avec vous. Vous nous donnez la statistique suivante. Vous nous dites 53 ethnies. Et nous avons combien de ministres? Vous pensez qu'on a 53 ministres? Vous pensez qu'il y a un gouvernement dans ce monde-là où il peut y avoir une répartition égalitaire de une ethnie, un ministre, une ethnie, un ministre? Mais soyons sérieux. Non, ça peut la dotation n'est pas la même. Non, le niveau de développement des régions ne sont pas les mêmes. Le nombre de cadres n'est pas le même. C'est vous qui avez dit le poids social. Le poids social. Vous avez parlé de poids social. Si, par calcul, il y a une tribu qui est
celle de Moshi qui est la plus importante du pays. Bah, monsieur, tout ce monde n'est pas Moshi. Je vous signale que tout ce monde n'est pas Moshi, monsieur Ngoma. Mais tout ce monde n'est pas Moshi. Les Moshi sont... C'est vrai que la cuvette ouest n'est pas Moshi. Même si non, qui est de la cuvette ouest que j'ai cité? Olombo, par exemple, ceux qui sont de Olombo sont dans la cuvette ouest. Qui ça? Ceux qui sont de Olombo sont dans les plateaux. Non, qui est-ce qui est de la cuvette ouest que j'ai cité? Non, je donne un exemple. Vous avez cité des ministres qui sont de Olombo et ces ministres-là sont des plateaux. Non. Olombo n'est pas de la cuvette ouest. Ils sont dans le plateau. Est des plateaux. Oui. Olombo est des plateaux, mais la tribu qui est à Olombo, c'est des Moshi. Je n'ai pas dit que Olombo. Moi, j'essaie de comprendre ce que vous dites. Ce que vous dites. Attention. Ce que vous dites, vous. S'il vous plaît. Allez-y. Mon village, j'ai pas besoin d'en parler. Mon village, c'est Ambié, dans la cuvette ouest. Je connais la cuvette ouest. Oui. Moi, ce que j'essaie de comprendre. Moi, ce que j'essaie de comprendre de ce que vous dites, j'essaie de comprendre. Est-ce que je vous ai donné un nom de quelqu'un de la cuvette ouest? Non, attendez. Je vais essayer de comprendre ce que vous dites. C'est ce que j'essaie de comprendre. Oui. Il y a de la part des Congolais, et ça c'est général, qu'il y a des gens qui défendent de chaque côté, ils défendent une certaine thèse. Et une thèse qui émerge, ceux qui considèrent qu'il y a une dominance, entre guillemets, d'une tribu au pouvoir, et que ceux qui seraient les autres seraient des figurants, seraient des marionnettes, qui n'ont pas de poste régalien, qui n'ont pas de poste important. Mais le ministre du Commerce, le ministre de l'Habitat, le ministre de la Santé, le ministre du Sport, le ministre même de l'Éducation civique, ainsi de suite, c'est des gens qui sont importants. Sauf si eux-mêmes ne mettent pas en valeur leur ministère. Ça c'est un. Et puis de deux, attendez, je vais finir. Après, je vous laisse parler. Et puis, attendez, monsieur Ngoma, je vais finir, s'il vous plaît. Et de deux, le plan politique du ministre de la Culture. Je peux finir. Je peux juste finir. Laissez-moi finir. J'essaie de comprendre. Je suis sûr que vous êtes de bonne foi, il n'y a pas de raison. Comme dit monsieur Ndian, moi, je vous comprends. Vous constatez qu'il y a des postes régaliens où il y a plus de 12 personnes d'une même région. C'est là le problème, il est. Et ça, c'est quelque chose on peut poser le problème. Mais si vous négligez les autres ministres, disons qu'ils ne sont pas importants. Les postes régaliens reviennent à une seule région. D'accord, voilà, c'est ce que vous dites. Mais on peut pas, moi ce que je veux vous dire, ne sous-estimez pas les autres ministres. Ils ont un rôle à jouer. Ils sont importants aussi. Donc, monsieur Ndian, monsieur Samanda Kombi, est-ce que vous entendez le raisonnement de monsieur Ngoma qui dit, on a quand même plus de 12 ministres qui viennent, allez, on va dire même de la même région. Et ça pose une question. Je vais me permettre de vous poser une question. Allez-y, c'est moi qui pose la question, mais vous pouvez poser. L'autruche fait quoi? L'autruche, croyant qu'il se cache, ou elle se cache, elle met sa tête sous la terre, mais son derrière est visible. Et je crains que cette question, qu'on n'arrive pas à bien la comprendre. La République du Congo est une mosaïque de tribus et clans imposés par l'ancien colon. Et l'incompréhension, la médiocrité, le gangstérisme d'État prôné par une classe politique depuis 1968 a fait de telle sorte qu'on a voulu présenter le tribalisme comme un frein de notre temps. On disait tribalisme à bas. Or, le tribalisme est une forme d'expression, de relation entre les gens d'une seule tribu, mais qui peut profiter à toute une république quand l'esprit de la créativité, de l'unité nationale a été compris par les uns et les autres. Je regrette que sincèrement que déjà cette question de tribalisme ait été mal posée au départ. Dans d'autres pays, vous n'allez pas avoir un seul clan occuper un territoire et diriger le territoire d'une manière efficiente. Je regrette qu'au Congo, la conjoncture de la création de l'unité nationale ou de l'union nationale prônée par les pères de la proclamation de cette République ait été démantelée. Et jusque-là, on ne fait que patauger et on vient tenir le serpent au milieu. Mais il ne pourra que nous mordre. Oui. Alors vous dites que la question a été mal posée. La question a été mal posée. Pourquoi la question est mal posée? Pourquoi dans d'autres républiques, les différentes tribus se mettent ensemble et on repartit pas d'une manière équitable, ce qui n'est pas possible, mais les gens cherchent à vivre sur un principe de convergence pour le développement du genre qui évolue dans le territoire. Je regrette que victime de cette mascarade de gouvernance, je me refuse d'aller dans ce débat. D'accord. Pourquoi la question est mal posée? Je voulais poser la question. Pourquoi la question pouvait être mal posée et comment vous l'auriez posée? Non, il fallait se dire ceci. Est-ce que le tribalisme tel que défini en République du Congo était un
frein ou un facteur de développement et quels sont les enjeux? Ou plutôt, il fallait tout simplement dire ce qui a été dit. Est-ce que le tribalisme est une force ou a été utilisé correctement, M. Samana-Koumbi? Ça dépend. Non, il y a une citation. Les médiocres parlent des hommes, les moyens parlent des idées et les cracks parlent des principes. D'accord. Bon. Est-ce que naître d'une tribu est un principe? C'est un autre débat, M. Samana-Koumbi. Est-ce qu'on peut revenir souvent au débat parce qu'on va beaucoup ailleurs. Moi, je vais essayer de conclure avec M. Ngoma qui a essayé de répondre à la question que moi j'ai posée, qui nous a été posée. Je vais essayer, M. Ngoma, je vais essayer de répondre à votre question. Je vais essayer de comprendre. Je prends les 4 premiers ministres après le Premier ministre, quand même le premier des ministres, quand même quelqu'un de très important. Vous avez 4 ministres d'État. Vous avez 1, vous avez 2. Il y a 4 ministres d'État. Hein. Il y a le ministre Ayessa, Alphonse Silou, Pierre Oba, Pierre Mabiala. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre là pour vous, par exemple? Oui. D'accord. Du point de vue des 4 ministres d'État, le ministre d'État... Vous voudriez que ça se répète partout, c'est ça que vous voudriez, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça le problème. D'accord. Je comprends bien ce que vous dites. Partout. Bon, c'est ce que je voulais... Avons-nous au Congo, combien de ministres sont de la cuvette? C'est ça le problème. Combien de ministres avons-nous au Congo? Combien de ministres sont de la cuvette? Déjà que la structure gouvernementale du Congo, pour les 4 millions que nous sommes, nous avons trop de ministres, ça c'est une autre paire de manches déjà. Le Congo pouvait avoir une équipe ministérielle plus réduite, mais je voudrais que quand vous attaquez, parce que la dernière fois, vous vous attaquiez à quelqu'un qui, justement, a réagi sur les mêmes bases que ceux qui sont au pouvoir sont en train de faire. C'est bien de dire que les statistiques que l'on donne sont puantes, mais oui, quelquefois, quand on regarde ce que nous-mêmes on a sorti, on se rend compte que c'est puant, mais ça vient de nous. Non, si vous parlez de notre débat la dernière fois, nous parlions de ce que nous avons entendu, ce que moi, nous avons entendu. Il s'agissait de mettre tout le monde dans le même sac en disant que tout le monde était du Nord, tout le monde était du Sud. On oublie que l'Est et l'Ouest existent. J'ai commencé par dire qu'en 1958 déjà, je ne connais pas combien d'entre nous qui discutions aujourd'hui, en 1958 étaient adultes ou étaient nés, il n'y en a pas, mais en 1958 déjà, des gens se sont battus. Ce qui veut dire que pour construire la République, on devrait pouvoir partir sur des bases pour prendre ce qui est du passé, et autant que les gens l'ont dit à la conférence nationale, plus jamais cela, plus jamais cela. Et quand on dit plus jamais cela, on devait regarder devant et dire qu'allons-nous faire pour ne pas avoir le directeur de la police, le chef d'état-major général, le directeur des services, tout cela de la même région. D'accord. Mais pour ne pas vous contredire et pour ne pas servir d'avocat, je suis sûr que d'autres diront ça pour Lissouba, diront ça pour Yombi, diront ça pour Massama Deba, diront ça pour Yulu. Et c'est ce que dit M. Samana-Koumbi. Par exemple, nous devrions faire que le Congo travaille avec tout le monde. Ça peut se passer comme ça. Maintenant, les gens vont essayer de se défendre. Milongo ne l'a pas fait, par exemple. Milongo était Premier ministre, il n'était pas président. Donc, moi, je vais essayer de conclure parce qu'on a conclu. Il était chef de gouvernement. Oui, il n'était pas président. Il avait la liberté de composer son gouvernement. Il n'était pas président, monsieur Ngoma. Je comprends ce que vous dites. Si, il avait la liberté de composer son gouvernement. Lissouba était président de la République. Il a nommé chef d'état-major quelqu'un qui était, qu'on appelle aujourd'hui le général Mokoko. D'accord. D'accord. On a compris ce que vous voulez défendre et monsieur Samana-Koumbi a essayé. Monsieur Ndiam, je m'excuse, mais c'est juste une histoire de temps. Si vous voulez, on pourra reprendre le débat. C'est le Congo. Monsieur Samana-Koumbi a dit, nous sommes une mosaïque, faisons de sorte que cette mosaïque soit reflétée dans toutes les institutions que nous avons. Que quand on marche dans une ambassade, que l'on voit le reflet de cette mosaïque. Que quand on marche dans une administration... Là, je vous tire mon chapeau. Je pense que ce débat, on l'aura. Je pense aussi que monsieur Ndian a essayé de donner ses arguments. Si tout le monde va avoir raison, on n'aura pas raison aujourd'hui. Moi, j'espère, je continue toujours à croire que la radio Bakambi servira de force de proposition. Mais faisons tous l'effort de nous écouter et d'essayer de voir ce qui marche, ce qui peut encore plus avancer, qui peut faire avancer. Si nous arrêtons sur beaucoup de préjugés, et moi, j'essaie de, comment dire ça, beaucoup travailler. Monsieur Kayus Sebelebe, vous avez réussi à mettre un panel où on voit la mosaïque en question dont on parle. Voyez-vous ce que l'on dit? C'est ça. Mais pourquoi des gens qui ont l'exercice du pouvoir depuis 40 ans, au lieu d'arranger les choses, ils marchent à reculons et ils pensent qu'on va vers le développement. Comme on le dit, allons-y, on va se retrouver. Non, c'est allons seulement. Allons seulement. Monsieur Ndian ne parle plus. Monsieur Ndian ne parlait plus. Monsieur Ndian. Moi, je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas analyser de façon superficielle. Le point de vue, je pense que c'est un sujet qui est grave parce que ça me fait penser à Maître qui, comment vous l'appelez, Maître Nganga, qui a créé une association ARCI et qui défend, ils appellent ça comment, l'ambochini, c'est ça. Attention avec les statistiques ethniques, ça peut créer de la division, ça peut créer de la séparation. Nous sommes un pays avec nos petits 342 000 km², moins 120 d'habitants, oui, 120, c'est
calcul arithmétique fallacieux. Donc, je disais qu'il faut faire très attention avec ces statistiques-là. Donc, il ne faut pas prendre ces sujets. Il faut pas prendre ces sujets à la légère. Il faut prendre ces sujets de façon grave parce que ça peut être une... D'accord, alors nous allons conclure. Vous avez été conclu. Merci beaucoup. En tout cas, passez un très bon week-end. Merci pour les débats. Monsieur Ngoma, j'espère qu'on vous aura la semaine prochaine. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Moi, je suis obligé de toujours vous bousculer, de vous pousser dans vos retranchements. C'est mon devoir. Hein. Et vous répondez très bien avec le calme et la patience tous. Monsieur Jean-Richard Samangankoumbi, monsieur Dion, bousculé, mais toujours là, expert, calme, capable de répondre, même quand parfois les réponses on vous pousse encore à dire encore un peu plus et puis aller encore plus loin dans vos pensées. C'est ça le Congo, c'est ce que nous voulons. Ce que nous voulons que le Congo soit capable de faire. Gagner, c'est notre but. Et travailler ensemble, c'est notre but. Alors, passez un très bon week-end et à vendredi prochain, chers amis. Merci, allez, bonsoir. Allez, bien chose à tous, bon week-end à tous et aux auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir.